Bruno, vous êtes bien en direct sur MyAct, c'est la première de l'année, le moment pour vous souhaiter à toutes et à tous une très belle année, autant que faire se peut. Un live exceptionnel avec deux invités non moins exceptionnels que nous avons l'honneur et le grand plaisir d'accueillir avec Isa aujourd'hui. Salut Isa, comment tu vas? Ça va bien? Ça va bien? Alors voilà, c'est exceptionnel parce que Isa est également présente à mes côtés sur notre beau plateau tout nouveau. Ouais, pour la deuxième fois des derniers My Act, Voilà. ça faisait Ah long. bah, il a fallu improviser, hein. Ouais. Voilà, conditions sanitaires obligent. Alors, commençons par les présentations de nos deux invités avec qui nous allons évoquer le rôle, l'engagement et la responsabilité de l'industrie de la communication comme nous avons l'habitude de le faire, mais on va parler de beaucoup plus de choses que ça, car nous avons la chance de recevoir aujourd'hui Mercedes Serra. Bonjour, Salut Mercedes, tu vas bien? je vais bien. Bon, alors je vais faire une petite présentation, hein. Je commence par toi parce qu'à toute reine, tout honneur. Alors, Mercedes Serra, tu es présidente et fondatrice de la Perle des agences françaises, BETC, mais tu es aussi présidente exécutive, si je ne me trompe pas, de Havas Worldwide. Tu as un parcours assez exceptionnel, des engagements importants et une carrière, alors que j'ai essayé de résumer, hein, ça va être un petit peu long, même si c'est résumé, parce que tu fais beaucoup de choses. Tu as commencé ta carrière chez j'ai toujours du mal à le dire ça, chez Saatchi. Saatchi, la grande agence, avec tes diplômes d'HEC de la Sorbonne dans la poche. Quelques années après, tu deviendras la directrice générale de cette grande agence. Et c'est en 95 que tu vas décider avec Rémi Babinet et Eric Tongkang de créer BETC, qui est devenue depuis la première agence internationale, selon Adweek, une des plus grandes agences au monde. La deuxième agence la plus créative au monde aussi, selon le Gun Report. Alors je les cite tous parce que tout le monde est unanime, en fait, pour parler de BETC. Et puis, cette année, c'est l'agence de l'année avec Eurobest, les EFI et le célèbre Club des AD en France. Alors, mais tu n'es pas qu'une publicitaire franco-catalane. Tu es aussi et notamment membre actif du comité français de Human Rights Watch. On en reparlera avec Isa et avec Bruno, notre invité. Tu es membre fondatrice aussi du Women's Forum of the Economy and Society. Tu es membre permanent de la commission sur l'image des femmes dans les médias et présidente du conseil d'administration du Musée national de l'histoire de l'immigration. Je rappelle que tu es originaire d'Espagne. Alors, je fais une petite parenthèse parce que tu viens de Catalogne, pour être précis, et tu es arrivé en France, enfant, sans parler un mot de français. Moi, ça m'a interpellé parce que le parcours, il est important de le signaler. Tu as cassé, c'est le fameux plafond de verre. En tant que femme aussi, tu as beaucoup défendu les droits des femmes et tu t'es toujours battue pour cela. Et ça t'a permis aussi aujourd'hui d'être officier de la Légion d'honneur, officier de l'Ordre national du mérite et commandeur des arts et lettres. S'il vous plaît, grand respect, madame, et merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Voilà, alors nous avons également la chance de recevoir Bruno Steino-Ugarte, alors merci à toi, Bruno, d'être à nos côtés également. Je sais que tu es très occupé. Alors toi, tu as débuté ta carrière au Costa Rica et tu es depuis élu domicile dans notre beau pays, où d'ailleurs tu es né ici. Alors après avoir engrangé, toi, tes diplômes, hein, on a des diplômés aujourd'hui, hein, toi c'est Princeton, la Sorbonne, hein, c'est commun avec Mercedes et Georgetown. Tu te lances dans la politique dans ton pays, donc le Costa Rica. Tu es chef d'état-major du ministère des Affaires étrangères et tu deviendras donc ministre des Affaires étrangères du Costa Rica. Sous la présidence d'Oscar Arias, je rappelle que c'était quand même le prix Nobel de la paix à l'époque. Il est important de le signaler. Alors tu as ensuite été président de l'Assemblée des États, partie de la Cour pénale internationale, puis ambassadeur du Costa Rica aux Nations Unies, directeur de l'organisation Security Council Report. Et tu rejoins en 2014 la direction exécutive de Human Rights Watch. Tu es en charge du plaidoyer mondial pour le HRW, en français dans le texte. Salut Bruno, tout va bien? Tout va bien. Grand plaisir d'être avec vous, avec Mercedes. Eh bien, on est ravis de vous avoir. Alors, je vais te passer la parole, Isa, pour nous parler justement d'abord de l'actu et de ce qu'on fait d'habitude, hein, la petite chronique sur les opérations, les campagnes que tu as vues passer ce dernier mois. Et puis ensuite, effectivement, parler du HRW avec Bruno et Mercedes. C'est à toi. Merci à nos invités d'être là. Alors moi, pour la petite chronique My Act du mois de janvier, j'aimerais
rebondir sur une très belle campagne qui est sortie le 16 décembre dernier de la Fondation L'Armée du Salut, qui a hissé les couleurs des milliers de sans-abri près de la Tour Eiffel et dévoilé depuis le pont d'Iéna le drapeau bleu, blanc, rouge de 8 mètres sur 6, revisité par un photographe cubain militant, Eric Ravelo. Cette campagne a pour but de nous alerter sur des chiffres effrayants. 10 millions de personnes vivant sous le seuil de pauvreté, 300 000 personnes sans domicile fixe en France, 659 personnes sans abri mortes dans les rues de notre capitale, dont 38, dans ces rues et dans tous ces sans-abri, 38% sont des femmes. C'est vraiment l'autre drame de la France. Je propose qu'on regarde le film de cette campagne. Allez, Romain, tu peux envoyer. Très belle campagne signée. Alors, c'est la Young. Alors, je me souviens plus de l'acronyme parce qu'ils ont sorti un nouveau nom, YVLMRL. Il y a plusieurs lettres. Peut-être que tu peux m'aider, Mercedes. J'arrive plus à retrouver, moi, l'acronyme. Moi non plus, mais c'est du travail de la Young et c'est bien. Voilà, on est d'accord, c'est bien la Young. Ouais. Il doit y avoir du Dimitri derrière tout ça. Donc, toi, Isa, on enchaîne. Ouais, deuxième sujet, un peu plus léger, mais non moins important, alors que tous les festivals, foires, congrès ont stoppé. Certains n'arrêtent pas de rêver pour faire avancer ce secteur de l'événementiel, et c'est le cas de l'association Green Bee, qui est une association qui est à Cannes, dirigée par Valérie et Sandrine, et qui réinvente un principe, le upcycle. Donc là, elles viennent de sortir, donc petit coup de pouce, elles viennent de sortir une campagne de financement sur KissKissBankBank pour le fameux filet mignon. Donc là, on peut revoir la campagne. Peut-être. Nous sommes très heureux de vous présenter le filet mignon. C'est le filet à provision éco-responsable fabriqué en France. Sa recette ? Des bâches événementielles vouées à la poubelle, un bon designer, une découpe laser précise et le filet mignon est prêt. Alors rejoins-nous dans cette aventure et précommande ton filet mignon. Nous, on y croit. Voilà. Donc, selon Green Bee, il y a quand même plus de 4000 salons, foires et congrès en France. Il y en avait. Il y en a. Elle continue pendant ce temps-là à travailler sur le sujet. Il y a 34 kilos de déchets par participant. C'est énorme. 4 millions de mètres carrés de moquettes. Voilà, donc il y a du boulot dans ce secteur. Et donc voilà, je voulais juste leur tirer mon chapeau parce qu'elles travaillent d'arrache-pied. Ces deux personnes qui sont issues de l'événementiel et qui travaillent avec le Festival de Cannes et le Palais des Congrès depuis 20 ans. Donc elles savent de quoi elles parlent et elles ont une énergie incroyable. Donc c'est un des projets. Allez les financer sur KissKissBankBank. C'est le projet Filet Mignon. Merci voilà. Isa. Tu vas pouvoir enchaîner avec... c'est pas fini, hein. Ah oui. Tu vas pouvoir enchaîner avec le HRW. Alors, le HRW, c'est ça, oui. Les acronymes, j'ai du mal aujourd'hui. Alors, Bruno, merci d'être là. Donc, je le rappelle, vous êtes
directeur exécutif adjoint de Human Rights Watch, en charge des plaidoyers depuis septembre 2014. Human Rights Watch est l'une des principales organisations internationales qui se consacrent à la protection des droits humains partout dans le monde. Depuis 40 ans, vos enquêtes rigoureuses et vos plaidoyers stratégiques dénoncent des atteintes à ces droits et vous générez par tout ce travail des changements durables et déterminants sur des sujets fondamentaux. Vous avez travaillé, Mercedes et Bruno, ensemble sur une campagne en 2016, Protect School, qu'on va peut-être voir derrière nous. Oui, on va la passer en illustration. Oui. Voilà, pour inciter les États à signer la déclaration de la sécurité dans les écoles. Et cette campagne a eu un gros impact car le président de la République française à l'époque, François Hollande, l'a signée au nom de la France. L'organisation Human Rights Watch, c'est 450 employés qui représentent 70 nationalités et qui, chaque année, sort un rapport qui fait l'état des lieux, des pratiques. Qui vient de sortir, d'ailleurs. Voilà, et ce rapport vient de sortir. Voilà, c'est pour ça qu'on est très, très, très heureux, Bruno, de vous avoir pour entendre où en sont aujourd'hui les droits humains au lendemain, même pas au lendemain, au milieu de cette catastrophe planétaire, que ce soit sanitaire, mais aussi de ces mouvements contre qui portent atteinte aux droits de l'homme, que sont les événements américains du Capitole, qui nous montrent à quel point il y a une crise importante dans le monde sur ce sujet-là. Ouais, et la Chine aussi, je pense que tu vas nous en parler, Bruno. Oui, volontiers, volontiers. Effectivement, on a plusieurs crises, mais je crois qu'il ne faut pas tomber dans le désespoir. Il y a quand même pas mal de signaux comme quoi on peut aller vers des meilleurs jours. Tout d'abord, je crois que ces 4 dernières années de Trump nous ont démontré que les États-Unis, certes, c'est un pays important, mais ce n'est pas un pays indispensable en matière de droits humains. Et ce qu'on a vu dans ces 4 années passées, c'est un bon nombre de petits et moyens États qui ont pris le devant, qui ont décidé de lutter pour que toutes les vides, tous les espaces qui ont été donc délaissés par les États-Unis soient bien comblés pour pouvoir faire face à différentes violations de droits humains qui sont en Afrique ou en Asie ou en Amérique latine ou ailleurs. Et on a vu par exemple des choses assez extraordinaires. Par exemple, la Gambie, qui a décidé de prendre possible le Myanmar et sa campagne presque génocidaire contre les Rohingyas, en faisant appel à la Cour internationale de justice. Ou par exemple le Liechtenstein, qui est allé aux Nations Unies et qui a créé un mécanisme d'enquête sans précédent sur les crimes qui ont été commis en Syrie. Et je pourrais donner une longue liste. Mais on a aussi vu, par exemple, avec la Chine, Xi Jinping, certes, il a des pouvoirs extraordinaires, des pouvoirs qui ressemblent à ceux qu'avait Mao Zedong. Mais dans l'espace de presque 2 ans, ces 3 grands récits ont été démontrés comme des grandes fictions. Tout d'abord, ce récit comme le fait qu'il est un grand lutteur contre la corruption. En fait, maintenant, tout le monde sait que cette campagne anticorruption, c'est en fait une mainmise sur le pouvoir que Xi Jinping a orchestrée. Deuxième grand récit, comme quoi la Chine ne croit pas qu'on peut avoir des droits civils et politiques avant qu'on puisse avoir des droits économiques ou un certain niveau de développement économique. Mais sa mainmise sur le Hong Kong a démontré qu'en fait, même si on est développé, même si on a, disons, une richesse économique, on n'a pas droit aux droits politiques et civiques. Et le dernier récit, c'est sur, en fait, le Xinjiang et le fait que la Chine veut montrer que les Ouïghours, ce peuple donc, qui est opprimé par la majorité Han, sont des gens contents, qui sont contents de cohabiter avec les Han en Chine. Effectivement, la Chine voulait dire qu'il n'y avait pas de camp de détention, pas de camp de rééducation en Chine. On a pu démontrer, grâce en partie à nos propres analyses, à Human Rights Watch, par des images satellitales, mais aussi par des enquêtes numériques, que ça est carrément faux. Et aujourd'hui, la Chine a dû donc accepter
qu'ils ont des centres de rééducation. Et sur le Covid nous a démontré que certes, c'est une pandémie difficile, mais ça nous a montré l'importance de la vérité, l'importance de la science. Parce que les pays et les gouvernements qui ont le plus de mal à répondre à la crise de la pandémie, c'est normalement les pays qui sont présidés par des gens qui sont des démagogues, des plutocrates, et qui ne veulent pas accepter la vérité en face. Et donc, je crois qu'en summum, le Covid va nous démontrer que la vérité commence à montrer nouveau sa face à tous ces fake news et toutes ces alter-vérités qui ont été créées pendant toutes ces années qui viennent d'écouler. Merci Bruno. Alors, Mercedes, oui, c'est important tout ce que tu viens de signaler. Et Mercedes, je vais te laisser rebondir sur ces sujets-là, mais avant toute chose, je voudrais reparler, moi, de tous tes engagements. Alors, je ne vais pas revenir, hein, comme on l'a dit ensemble, la communication, tu fais déjà beaucoup de choses. Hein. Tu as déclenché les états généraux qui ont eu lieu en fin d'année dernière. Ont lieu encore. Voilà, et vous y êtes encore. On ne va pas revenir sur ce sujet-là qui est déjà bien déroulé. Moi, je voudrais revenir d'abord sur les engagements de BETC avec Human Rights Watch, évidemment, et puis tes engagements, et puis surtout ta réflexion sur ce rapport, ce report que vient d'évoquer Bruno. Alors, il y a deux choses, en fait. Il y a les engagements de BETC et les miens. Les engagements de BETC, c'est que BETC, depuis son origine, a toujours considéré qu'il fallait rendre et qu'il fallait contribuer à un monde meilleur. Donc, il y a beaucoup de façons de contribuer à un monde meilleur. Donc, on l'a fait avec beaucoup de mécénat de compétences. Je sais que le thème du mécénat de compétences a été un tout petit peu attaqué en France, c'est une aberration. Et souvent, on est venu enquêter pour savoir pourquoi on faisait ça. Eh ben, on faisait ça pour rien ou pour tout, pour nous faire du bien. Et ce que je peux vous dire, c'est que ça fait énormément de bien aux équipes de BETC. C'est-à-dire qu'on voit que l'engagement que l'on a, en ce moment, on se pose des questions sur Calais, qui est un vrai problème. L'engagement que l'on a aide nos équipes à se sentir bien. C'est aussi simple que ça. Les êtres humains qui fassent de la publicité ou autre chose, ils ont besoin d'agir pour rendre un monde meilleur, et lorsqu'ils peuvent contribuer, lorsqu'on leur donne cette chance, ils sont meilleurs. Et c'est un peu pour ça que chez BETC, c'est une obsession de pouvoir laisser un bout du temps de chacun pour conduire des enjeux qui nous semblent puissants et forts. Human Rights Watch, j'ai un lien très personnel avec Human Rights Watch. Moi, j'y suis venue par Jean-Louis Servan-Schreiber, qui nous a quittés cette année, enfin l'année qui vient de passer il a été emporté par le Covid. Et Jean-Louis m'avait fait connaître Human Rights Watch, moi je ne connaissais pas. Et Jean-Louis a mis en place la délégation française de Human Rights Watch, on lui doit beaucoup. Et ce qui m'avait touchée, au-delà du fait que Jean-Louis Servan-Schreiber me touchait déjà par lui-même et par son souci d'intervenir dans le monde de la démocratie et d'aider, c'était cette association qui est assez étonnante, qui est une association d'abord qui est très efficace, et moi je suis sensible à l'efficacité des choses, c'est-à-dire au fait qu'à 450, il raconte tant de choses importantes. Et à une deuxième chose qui était très importante pour moi, c'est que la vérité, elle est importante à dire partout. Et que la vérité, elle n'est pas si facile aujourd'hui à déterminer. Et que cette vérité, quand elle est dite, elle peut être un levier de modification du monde. Et on se dit, la vérité, on l'a. On a vu que non, on ne l'a pas. On ne l'a pas en Chine, on ne l'a pas dans plein d'endroits. On l'a encore moins aujourd'hui avec les fake news, le digital, le complotisme. En fait, on ne sait pas où est la vraie histoire, et ça, c'est extraordinairement important. Ça, c'est ce qui m'a attaché à Human Rights Watch, puisque le travail de Human Rights Watch, c'est de faire aller des gens de très haut niveau sur le terrain. Alors, cette année, on a appris à ne plus aller sur le terrain et à inventer un autre terrain qui est le terrain du digital, le terrain d'analyse des images pour pouvoir dire la vérité. Et on a pu, comme ça, travailler autour des droits humains
avec cette notion de vérité. Et en fait, le deuxième travail de Human Rights Watch, c'est que quand cette vérité est énoncée, il faut qu'elle soit communiquée, c'est la plaidoirie, il faut qu'elle soit donnée à tous pour que ce soit un levier de modification du monde. Et lorsqu'il y a des tyrans, nous dénonçons les tyrans parce que les tyrans doivent être condamnés, la vérité doit se dire, et de façon très importante. D'où le lien avec Human Rights Watch, puisque quelques années après, donc aujourd'hui, je dirige avec Virginie Morgon la délégation française et nous essayons d'avoir des moyens, parce que pour être libre, les moyens de Human Rights Watch ne peuvent pas venir globalement des États, doivent venir des individus. Les entreprises peuvent participer, mais à faible niveau. Donc, en fait, il faut absolument gérer l'indépendance de Human Rights Watch, parce que pour parler de ces droits humains, il est très, très important d'avoir une neutralité et une clarté, une indépendance forte. Puis, je voudrais dire un mot sur les droits humains. Oui, bien sûr. Beaucoup de gens pensent que c'est relatif, c'est-à-dire ça dépend des cultures, etc. Dans certaines cultures, que finalement, on mette les femmes dans un état de dépendance, c'est normal, c'est leur culture. Moi, je crois à une culture humaine, universelle, de respect de droits pour tous, femmes et hommes. Et ça, c'est aussi un enjeu, parce qu'on a trop tendance à dire c'est occidental. Non, c'est pas occidental. Quand les droits humains ont été mis en place, c'est pas l'Occident qui les a mis en place. Les gens qui ont travaillé sur les droits humains venaient de plusieurs parties du monde et racontent simplement que d'un point de vue général, nous sommes des humains et qu'il convient de respecter ces droits qui sont fondamentaux pour, je dirais, énoncer l'humanité des gens. Donc, c'est des choses absolument fondamentales et je suis très respectueuse du travail fait par Human Rights Watch. Merci Mercedes. Bruno, Mercedes parlait effectivement du soutien de BETC, de son soutien, mais comment nous, on peut faire pour soutenir, et ça me semble vraiment important, Human Rights Watch. Pardon. Ah, il est sur arrêt, on dirait, Bruno, là. Bon, on va le reprendre. Je crois que tu avais une petite, d'ailleurs, justement, une petite campagne. Je crois, Mercedes, que dans l'appel de Mercedes, enfin, bon, moi, je rebondis parce que j'ai vraiment plus. Je connaissais Human Rights Watch puisqu'on travaille avec eux sur NGAD, évidemment, mais j'ai passé évidemment un peu plus de temps à regarder ce qu'ils faisaient et j'ai eu la chance de voir la conférence de presse du lancement du 31e rapport mondial qui soulève des sujets fondamentaux et je trouve ça dommage finalement qu'on n'en connaisse pas plus, qu'on ne sache pas plus, ou en tout cas moi, citoyen lambda, n'en sache pas plus. C'est une organisation qui est extrêmement courageuse parce que ne se cache pas, comme disait Mercedes, le travail de fourmi qui est fait par les équipes de Human Rights Watch mettent en lumière des comportements dérangeants sur certains pays et il faut être courageux pour le dénoncer. Ils ont une ligne, Mercedes, c'est vraiment une droiture. Ils ne se laissent pas influencer ni par les partis politiques, ni par les dirigeants ou les institutions. Mais Bruno, tu as raison, Bruno va rebondir dessus, mais par exemple, lorsque nous demandons, évidemment, on cherche à obtenir des soutiens, on cherche à obtenir de l'argent pour payer les missions. Et lorsque nous trouvons des gens qui peuvent nous donner de l'argent, on doit demander une autorisation. Et là, on regarde si on a droit de recevoir l'argent. Parfois, ça nous désespère, mais on n'a pas toujours le droit de recevoir l'argent de tout le monde. Parce qu'il va falloir absolument, il faut que personne n'achète Human Rights Watch. N'est-ce pas, Bruno? Oui, absolument. Cette indépendance est cardinale pour la capacité à opérer, mais aussi à pouvoir persuader et influencer les gouvernements. C'est ça qui nous permet, par exemple, d'aller à Moscou et pouvoir parler sur la guerre qui se passe en Ukraine, et après pouvoir aller à Washington et pouvoir parler
de ce qui se passe, par exemple, en Égypte ou au Yémen. Parce qu'on est vu comme indépendant, parce qu'on est vu comme impartial, et parce que, comme Mercedes a dit, on arrive à faire ce plaidoyer avec les responsables politiques, avec la vérité en face. Ce sont des réalités, ce sont des éléments de preuve qu'on a pu donc relever avec nos propres équipes, en utilisant nos propres moyens. Donc, on ne subit aucune influence. Et cette capacité à ne pas être influencé dépend surtout de notre indépendance financière. Heureusement, on a un budget qui est, disons, confortable, de à peu près 90 millions de dollars par an. Ça nous permet donc de maintenir cette équipe d'à peu près 450 employés, dont 100 sont des chercheurs qui travaillent sur le terrain et qui sont, disons, les personnes qui nous permettent de relever ces vérités ou parfois ces contre-vérités, parce qu'il faut évidemment lutter contre tous les mensonges qui sont créés par les gouvernements qui sont en train de violer les droits humains. Et le fait qu'on puisse travailler sur les 5 continents nous permet aussi un certain équilibre géographique, idéologique et culturel. Et juste, je voudrais rebondir sur cette indépendance et ce courage, parce que, encore une fois, nous, on travaille ACT, on travaille avec pas mal d'associations. Il y a différents types d'associations et il y a ces associations militantes. Et moi, ce que je trouve incroyable chez Human Rights Watch, c'est ce militantisme, parce qu'il y a un côté militant à défendre et à dénoncer. Mais à côté de ça, vous amenez des éléments, des propositions. Là, par exemple, je regardais sur les 4 ans de Trump, les propositions qui sont amenées au gouvernement américain pour reconstruire sur les droits, sa politique sur les droits humains. Ça, c'est vraiment, c'est tellement précieux pour le monde. Et vraiment, il y a cette campagne Mercedes que vous avez fait pour les 70 ans de la Déclaration des droits de l'homme qui appelle au financement de Human Rights Watch. Mais en fait, on pourrait faire tellement plus, non? On va la passer d'ailleurs. En fait, le travail, en fait, Human Rights Watch, et travaille d'ailleurs la main dans la main avec Amnesty, mais a une démarche qui est un peu différente d'Amnesty. C'est-à-dire que l'enjeu, ce n'est pas de toucher tous les Français, d'ailleurs on n'en a pas les moyens. L'enjeu, c'est d'avoir des informations suffisamment fortes. D'ailleurs, honnêtement, le vrai talent de Human Rights Watch, c'est qu'on n'a jamais dit à Human Rights Watch qu'une de ces informations s'était révélée fausse. Et ça, c'est notre fierté. Hein, c'est-à-dire de toujours dire la vérité, qu'elle dérange d'un côté ou de l'autre. D'ailleurs, quand il y a une zone de combat, on regarde des 2 côtés du combat si les droits humains sont respectés. Donc, il n'y a pas d'idéologie, il y a une praticité de c'est respecté, ça n'est pas respecté. Et d'ailleurs, le travail qui est fait sur les témoignages, comment ils arrivent à trouver cette vérité, c'est incroyable, avec tant de bêtises qu'on dit aujourd'hui, et quand on lit les papiers, etc. Ils trouvent cette vérité parce qu'ils ont des méthodes qui enlèvent, entre guillemets, l'émotion et qui se fondent sur le fait d'avoir des preuves concrètes à chaque fois, sans arrêt. Hein. C'est-à-dire, vous nous avez dit qu'il y a eu des morts, ils sont où, ils sont enterrés où, il y en a combien exactement? C'est ça, ce travail-là. Et ce travail, il nous sert non pas à nous faire connaître auprès de tous, mais à publier les rapports qui vont aider les médias, qui vont aider les gouvernements et qui vont permettre de dire à un gouvernement « ne nous racontez pas n'importe quoi ». Ce n'est pas vrai. Nous avons les éléments. Mais c'est important aussi, exemple, de nourrir le gouvernement français lorsqu'il est en action avec un autre pays, de la réalité. On peut faire semblant de ne pas voir. Nous donnons toujours des éléments pour que tout le monde voit. Et cette investigation, évidemment, plus on a d'argent, plus on peut mener des investigations. Mais par exemple, la délégation française, nous choisissons des sujets qui sont français. Très récemment, on s'est beaucoup intéressé au problème des mineurs migrants, avec toutes les difficultés qui sont faites à ces jeunes qui sont mal reçus, à qui on raconte que leurs os
puisqu'ils regardent la logique de comment est-ce qu'on calcule qu'un migrant est mineur ou pas. Et quand on voit les choses qui se passent, c'est pas correct pour un pays comme la France. Donc, on n'est pas juste en train de parler des pays qui sont au loin. On est en train de parler de chez nous. D'ailleurs, Calais, c'est chez nous et c'est un vrai problème. Et c'est pareil aux États-Unis. Finalement, Human Rights Watch est né aux États-Unis, mais les États-Unis sont regardés de très près. Est-ce que ces droits humains sont respectés, oui ou non, aux États-Unis? Et ça, c'est des choses qui sont extrêmement importantes. Notre obsession, c'est ça, c'est obtenir de l'argent pour aller encore plus loin dans nos recherches, pouvoir rapidement éditer ces recherches et ensuite faire plaidoirie auprès du monde politique, du monde médiatique, pour que cette vérité, à leur tour, elle soit partagée par les journalistes, par les hommes politiques, avec le public et le reste du monde. Et c'est pour nous chose très importante. Oui, oui peut-être est-ce que je peux rebondir sur ça. Je t'en prie, vas-y Bruno. Pas uniquement de dénoncer, mais aussi d'apporter, comme disait Issa ou comme disait Mercedes, des recommandations. Donc, notamment, là, comme il va y avoir un changement de gouvernement aux États-Unis, notre dernier rapport annuel qui vient d'être lancé est en fait l'introduction à un certain nombre une grande liste de recommandations qu'on a déjà détaillées, qu'on va partager ou qu'on a déjà partagé, par exemple, avec Anthony Blinken, donc le nouveau chef du département d'État, avec M. Sullivan, qui va être donc le nouveau conseiller en matière de sécurité nationale, avec la nouvelle ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies. Et donc, l'idée, c'est aussi d'apporter des recommandations concrètes qui puissent être mises en application par les décideurs et les acteurs politiques. Donc, nous ne sommes pas uniquement en dénonciation, on veut aussi participer à la construction d'un meilleur état des choses. Et c'est là où je crois notre travail est véritablement passionnant parce que ça nous permet disons, nous opposer parfois aux réalités un peu édulcorées. Moi, étant un ancien diplomate, pas mal de diplomates, pas mal de décideurs politiques veulent avoir une vision un peu édulcorée du monde. De dire ce qui se passe un peu loin, bon, je n'étais pas au courant. Et là, on peut aller pas uniquement avec la dénonciation, mais aussi avec les recommandations précises. Et par exemple, cette campagne que Mercedes, BSCT ont gracieusement appuyée sur protéger les écoles, ça a eu un impact immédiat parce que ça faisait des mois qu'on essayait de convaincre le ministère de la Défense, le ministère des Affaires étrangères de la France, que la France devait être signataire de cette déclaration pour protéger les écoles. Mais la France ne voulait pas. Ne voulait pas. Pourquoi? Parce que, par exemple, ils déployaient leurs militaires en République centrafricaine et ils trouvaient fort utile d'utiliser des écoles là-bas comme baraques militaires, parce que c'est une infrastructure qui est, disons, facilement adaptable. On disait que cela mettait en péril les étudiants, ça heurtait les capacités des étudiants en Afrique centrale de s'éduquer, ça créait l'impression qu'une école était une cible militaire. Et grâce à cette campagne, donc BETC a pu donc monter avec nous cette vidéo magnifique. Le président Hollande n'a pas eu d'autre choix, parce qu'il inaugurait une conférence internationale à Paris, de dire la France va signer. Un impact immédiat. Mais l'importance d'avoir la France était double, parce que c'est un membre de l'Organisation du traité du Nord-Atlantique. Et donc, parce que la France a signé, ça nous a permis aujourd'hui d'avoir tous les membres de l'OTAN, sauf 4. Les États-Unis, peut-être ça va changer avec Biden, la Lettonie, la Lituanie et la Hongrie. Mais sinon, tous les autres membres de l'OTAN, aujourd'hui, ont signé ces déclarations et il y a en total 106 États qui l'ont fait. Et ça, c'est, disons, une petite preuve de cette capacité à impacter un État et les retombées positives qu'on peut avoir ailleurs. Merci Bruno, et ces échanges, c'est assez génial parce que ça remet vraiment au cœur des sujets qu'on évoque beaucoup dans le monde de la communication sur le sens, les valeurs. Et là, avec vous deux, on voit tout ce qu'on peut faire, en fait, grâce à la communication, grâce à l'engagement. Je posais la question tout à l'heure quand on a eu le petit problème technique, mais comment on peut soutenir, j'allais dire aider, mais ça serait prétentieux parce que vous faites déjà tellement de choses, mais comment on peut aider comment le secteur voilà. de la communication peut réellement vous aider, vous soutenir, s'engager. Moi, personnellement, j'ai bien compris que ça passait aussi par des donations. Donc, je
perso, je le ferai et j'invite tout le monde à vous aider parce qu'on se pose souvent la question à savoir comment on peut faire bouger et changer les choses. Bah, tu viens, et Mercedes également, vous venez de faire la démonstration de la façon dont on peut le faire et influencer, pour en venir juste au niveau français d'ailleurs, hein, j'ai lu ta tribune et j'invite les gens qui nous regardent aujourd'hui à la lire, cette tribune dans Mediapart. Le rapport entre la France et la Chine et les compromis que certains dirigeants européens peuvent faire en ce moment sur ce sujet-là qui est juste monstrueux. Hein. On le sait, on le voit et ça continue. Et comme disait Einstein, c'est pas ceux qui font du mal hein, qui vont faire mourir le monde, mais c'est ceux qui les regardent sans rien faire et sans rien dire. Donc là, en l'occurrence, vous le dites, on peut vous aider, je pense, vraiment, d'une certaine manière et simplement déjà par la donation. Et puis aussi, ce qu'on fait d'ailleurs avec Isa, autant qu'on puisse le faire, et à notre niveau, c'est parler de tout ça. Je suis vraiment ravi de vous avoir eu tous les deux. Il va falloir conclure. Je vais vous donner la parole à chacun pour faire une petite conclusion. Isa, un petit mot pour... Oui, un tout petit mot. Comment dire ? Je pense que le monde... Le monde politique, le monde qui est tellement heurté par les fake news, par les complotistes, etc. Tous ces gens-là, allez voir hein, ce que propose Human Rights Watch, regardez, parce que heureusement qu'une organisation comme celle-ci est là, et bravo aux 450 employés de ce travail incroyable. Bravo Mercedes aussi de vous impliquer au niveau français, parce qu'effectivement, ça ne se passe pas à l'autre bout du monde. Ça se passe chez nous et il faudrait commencer par chez nous. Voilà. Et donc, merci Bruno de nous ouvrir finalement quelque chose de positif aussi, parce que le défaitisme, et c'est sûr que Acte, on est très sujet à ça, le défaitisme ne fait aller nulle part. Donc oui, il y a des choses et des avancées. Peut-être qu'il faudrait plus les communiquer, ces avancées. Peut-être, comme disait mon fils à une époque, on devrait inventer les reporters de bonnes nouvelles et ça nous ferait avancer. Donc, il y a des mauvaises nouvelles que vous donnez, mais par vos propositions et ce que vous faites, Bruno, bravo et merci de nous aider à aller dans le bon sens. Voilà, on est au début de l'année et pour la conclusion, j'aimerais que Mercedes et Bruno, on va commencer par toi. Bruno, un petit mot pour la conclusion. Vous savez, nous sommes habitués aux violences, aux violations, mais il ne faut pas désespérer. Quand on voit le courage et la résilience des victimes et des survivants, c'est tellement, tellement motivant. Et c'est ça qui fait, disons, mon travail un véritable plaisir. Et je crois qu'on a mille et une opportunités pour espérer pour des meilleures choses. Il faut juste les connaître, il faut juste chercher la vérité et on va vaincre. On va perdre quelques batailles, mais je sais qu'on va vaincre. Et on sera là pour vous, autant qu'on puisse le faire pour vous soutenir dans ce sens. Et tu me donnes là, Bruno, une bonne occasion de dire à Mercedes, à qui je vais passer la parole pour la conclusion, finalement, en fait, c'est aussi le rôle de la communication. Communiquer, j'ai expliqué l'autre jour à un ministre que communiquer, parce qu'elle me disait, je communiquerai quand je serai prête. Je lui disais, mais communiquer, ça change le monde. Donc, c'est pas, quand on dit la communication, on a toujours l'impression qu'on est dans le baratin. C'est juste, d'abord, il faut regarder comment on vote les gens, parce qu'ils écoutent des gens qui parlent. Donc, il faut communiquer avec qualité, parce que c'est très important pour changer le monde. C'est-à-dire la vérité, la transmettre, dire nos positions, dire nos convictions. C'est extrêmement important autour de ça. Et puis, pour ceux qui veulent nous aider, Human Rights Watch, c'est toujours, avant de demander, évidemment, on demande si vous avez de l'argent, si vous pouvez nous soutenir, c'est formidable. Mais si vous êtes intéressé, tout simplement, vous pouvez nous rejoindre aussi, nous aider à organiser des choses. En France, on est très ouvert à ça. Je voudrais finir par un mot qui me semble aussi très Human Rights Watch, c'est le pragmatisme. C'est-à-dire qu'au bout du bout, on est là pour changer les choses le plus vite possible, le plus rapidement. Et c'est pour ça qu'on est optimiste. Parce que si on n'est pas optimiste, c'est qu'on n'a pas décidé que le monde serait différent. Donc nous, on pense que oui, on arrive à faire condamner des tyrans. Oui, on arrive à dire des vérités à des gens qui font qu'on change de position.
Et c'est ces changements de position pour aller vers un monde qui respecte les droits humains, qui redit des choses fondamentales comme les droits humains, ça concerne les femmes, les hommes, et ça concerne le monde. Et c'est un des langages les plus humains qui soit et qui permet d'installer au niveau de notre planète, peut-être la chose la plus importante, le respect de l'humain. Et ça me semble fondamental. Donc, évidemment que vous pouvez tous nous aider. Ouais, merci Mercedes. Et tu sais quoi, oui, on en reparlera. Tu es au jury des Chatons d'Or, hein, c'est la 10e année, on en reparlera. Oui. Et j'espère qu'on aura l'occasion, dans ce contexte-là, peut-être de remettre Human Rights Watch avec Isa, qui sera aussi dans la boucle, sur la table et voir ce qu'on peut faire. Enfin, tous les cas, tu sais quoi, moi je suis présent, tu me dis. On va malheureusement devoir. Mais écoute, tu sais quoi, c'est vraiment sincère et on cherche comment on peut faire. Et toi, là, vous m'avez tous les deux éclairé sur la façon dont on peut faire les choses. Donc, on en reparlera. Nous allons devoir donc conclure cette émission, malheureusement. Des échanges passionnants. Merci encore à vous deux d'y avoir participé. Merci à Avas Group et la RPP Média Transport pour leur soutien, parce que sans eux, on aurait du mal à monter tout ça. Comme le dit Mercedes, on a aussi besoin d'argent. Tu soulèves souvent d'ailleurs le sujet, parce que l'économie, ce n'est pas forcément sale. Merci à nos partenaires DoLive, Frames Dealer aussi pour les images, et à Culture RP pour la rediffusion. Merci à toi, Isa. Et à toi, Sophie, je sais que tu nous regardes de l'autre côté. Merci aussi pour vos engagements depuis 20 ans. Parce que ça fait quand même 20 ans que vous existez. C'est votre anniversaire cette année. On fêtera ça bientôt. Avec Act Responsible, vous nous inspirez et vous donnez du sens à tout ça. Voilà, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau MyAct. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Salut. Merci. Merci. Merci.